Une chose est sûre, au milieu du XVIIe siècle, un grand voyageur français du nom de Jean-Baptiste Tavernier se rend dans un royaume indien en quête de pierres précieuses. À cette époque, l'Inde est le seul endroit du monde où l'on a découvert des diamants. L'historien Omar Khalidi a étudié le récit des voyages de Jean-Baptiste Tavernier, dans lequel il évoque la ville de Golconde. Le royaume de Golconde est alors à son apogée. C'est la plaque tournante du commerce des pierres précieuses. Or, le but du voyage de Jean-Baptiste Tavernier est d'acheter des diamants pour le roi et la noblesse française. À cette occasion, Jean-Baptiste Tavernier visite un temple où trône une grande statue. La divinité sur l'autel avait 2 diamants à la place des yeux. Le plus petit pesait environ 40 carats. Il relate ensuite l'histoire extraordinaire d'un Indien puni de façon atroce pour avoir volé l'un des diamants. Le matin venu, le voleur s'apprêtait à s'enfuir quand il mourut sur le seuil du temple. On dit que l'idole avait accompli ce miracle pour punir le sacrilège. De nombreux Indiens attribuent au diamant des qualités intrinsèques en fonction de sa couleur. Entre autres, il peut signaler un danger. Les diamants sont synonymes de richesse, mais chacun a une signification. Le blanc est associé à la prospérité, le rouge au courage et le bleu au malheur. C'est un signe de mauvais augure, de malchance, etc. Le 6 décembre 1668, Jean-Baptiste Tavernier arrive à la cour du roi de France à Versailles avec un énorme diamant bleu. Nulle part il n'est fait mention de l'endroit ni de la manière dont il se l'est procuré. Son client est le souverain le plus illustre d'Europe, Louis XIV. Pour l'historienne Lucy Worsley, les diamants splendides rapportés par le négociant sont dignes de celui qui s'est baptisé le roi Soleil. Quand Louis XIV était présent, la lumière inondait la galerie par les fenêtres et se reflétait sur les miroirs et le mobilier en argent massif, sans compter le scintillement des bougies et des diamants que le roi portait. La galerie des glaces de Versailles est le centre de l'univers de Louis XIV. Elle est ornée de 357 miroirs. On imagine la lumière des bougies se reflétant dedans avec un éclat extraordinaire. Il n'y avait pas de salle plus éclairée à cette époque de l'histoire. Louis est le roi le plus dépensier de son temps. C'est lui qui lance la vogue des diamants dans le monde entier. Louis XIV a véritablement créé le marché du diamant. Jusque-là, les perles étaient à la mode. Et puis Jean-Baptiste Tavernier est rentré d'Inde avec ses pierres toutes nouvelles. Louis XIV en a acheté 40 grosses et 1200 petites et les a faites tailler. Du jour au lendemain, c'est devenu une vraie folie. Une folie européenne qui fait la fortune du négociant voyageur. Ces diamants indiens lui rapportent l'équivalent de près de 7,5 millions d'euros. Mais le plus beau et le préféré du roi est un énorme diamant bleu profond de 115 carats. Malgré tout, Louis XIV n'est pas entièrement satisfait et décide de le faire retailler pour obtenir une pierre encore plus éblouissante. Le métier de diamantaire est tout récent et pourtant, le joaillier de la cour, Jean Pitan, accomplit un véritable tour de force. Après avoir taillé et poli 63 facettes et réduit la pierre initiale à 69 carats, il crée le célèbre bleu de France. Il a accompli un véritable chef-d'œuvre. Ça lui a probablement pris un temps infini, et ça a dû être très compliqué avec les outils dont il disposait. Mais au final, il a taillé ce qui était considéré à l'époque comme le plus beau diamant du monde. Puis le diamant tombe dans l'oubli jusqu'en 1749, quand il est retrouvé et serti dans l'insigne de la toison d'or de Louis XV, où il brille de tous ses feux pendant 40 ans.
Mais à la fin du XVIIIe siècle, la royauté vacille. La reine Marie-Antoinette constate bientôt que les diamants ne sont pas toujours le meilleur ami des filles. Comme Louis XIV, Marie-Antoinette adorait les diamants. Elle n'en avait jamais assez. Elle était très critiquée pour cela, mais aussi pour son amour du jeu et des fêtes. En juillet 1789, le mécontentement populaire vire à la révolution contre le roi Louis XVI et sa reine passionnée de diamants. Plus d'un siècle plus tard, le bijoutier Pierre Cartier se fait un plaisir de raconter à Evelyn Walsh Maclean que le bleu de France avait orné le cou délicat de Marie-Antoinette, tranché impitoyablement par la guillotine. Après la Révolution, les joyaux de la couronne sont mis à l'abri au garde-meuble royal. Ils n'y restent pas très longtemps. Septembre 1792. Une bande bien organisée réussit le plus grand cambriolage de tous les temps. Les voleurs escaladent la façade du garde-meuble royal, s'introduisent dans la salle des joyaux et s'emparent d'un premier butin. Étonnamment, personne ne s'aperçoit de rien. Et les voleurs reviennent pendant 5 nuits d'affilée. Ils emportent presque tous les bijoux de la couronne. Une collection inestimable qui comprend le grand insigne de la toison d'or orné du bleu de France. Il n'a jamais été retrouvé. Qu'est devenu ce diamant mythique ? En 1812, 20 ans après le vol des bijoux royaux, un mystérieux diamant bleu apparaît chez un joaillier londonien. D'après le certificat qui authentifie sa grosseur et sa forme, il ressemble au bleu de France, avec une différence notable. Il est beaucoup plus petit. Le bleu de France faisait un peu plus de 67 carats. Celui-là n'en faisait que 44. Mais en 1812, quand le certificat est rédigé, personne ne se demande vraiment s'il s'agit de la même pierre. On part du principe que c'est simplement un nouveau diamant. L'identité de l'acheteur du diamant bleu de Londres n'a jamais été prouvée. Mais les indices indiquent qu'il s'agit du futur roi du Royaume-Uni, George IV. C'est très tentant de penser que George IV était l'acheteur. Qui d'autre aurait pu se le permettre? Qui d'autre en aurait eu envie? En revanche, il n'y a aucun document dans les archives royales ni dans les papiers personnels du roi qui disent « oui, je l'ai acheté ». Un autre indice semble établir un lien entre le souverain britannique et le diamant bleu acheté à Londres. Un portrait peint 1 an après le couronnement de George IV. Il a l'air d'un homme grave et sérieux, mais il a aussi beaucoup de prestance. Il porte l'étoile de l'ordre de la Jarretière et ce qui ressemble à l'ordre de la toison d'or avec un diamant bleu au milieu ici. C'était un grand amateur de diamants. Son nom était indissociable du mot diamant. Le roi George IV meurt en 1830. Peu après, la réapparition du diamant bleu est attesté par des documents officiels. Il est acheté par l'homme qui lui donne son nom, Henry Philip Hope, un riche banquier britannique. En 1851, le diamant Hope est présenté à l'Exposition universelle de Londres et il fait sensation. Mais un gémologue français avance une théorie extraordinaire. Le Hope pourrait être une version retaillée du bleu de France qui avait disparu à la Révolution française. Cette théorie n'est prouvée qu'en 2005, quand des scientifiques de l'Institut Smithsonian et du Nouveau-Mexique résolvent enfin le mystère. Grâce à un programme de modélisation géométrique, ils créent un modèle des 2 diamants. Puis, ils fabriquent une copie et un moule parfait du bleu de France. Ensuite, ils placent le Hope plus petit dans le moule et injectent de la résine à l'intérieur de celui-ci.
Les endroits où le bleu de France avait été retaillé ont été comblés par la résine. Ce moule correspond à la différence de grosseur entre le bleu de France et le Hope. Les scientifiques constatent que le Hope s'insère parfaitement dans le bleu de France. La conclusion s'impose d'elle-même. Le Hope, tel qu'on le connaît, est le dernier vestige de la pierre originale vendue au roi Louis XIV en 1668. Tous les propriétaires du diamant pendant cette période agitée de l'histoire ont-ils été frappés par la malédiction? À la fin de sa vie, George IV était très gros. Il souffrait de gouttes et a eu une mort douloureuse. La famille Hope aussi a connu des revers de fortune. En 1887, Lord Francis Hope hérite à 21 ans les biens familiaux, une collection d'art et le célèbre diamant bleu. Mais peu à peu, il perd tout, en partie à cause de son épouse, l'actrice américaine May Yohe. Il s'est montré extrêmement généreux dans le but d'impressionner cette jeune américaine. Comme il comptait parmi les propriétaires du théâtre lyrique de Londres, il avait fait en sorte qu'elle signe un contrat et obtienne les premiers rôles. Il possédait des journaux et assurait activement sa promotion. May Yohe s'avère une passion ruineuse pour l'aristocrate britannique. Afin de subvenir à ses besoins dispendieux, Francis Hope dépense l'équivalent de 75 millions de dollars et dilapide la fortune familiale. En 1901, May le quitte. Plus tard, à Hollywood, elle tourne un film sur leur vie, accusant le diamant Hope d'avoir causé leur perte. Lord Francis Hope est contraint de vendre le diamant et meurt ruiné. Pendant quelques années, le bijou traverse l'Atlantique dans les deux sens en quête d'un acheteur, jusqu'à ce que Pierre Cartier le vende enfin à Evelyn Walsh McLean. Dans les premières années, le diamant Hope n'apporte que du bonheur à l'héritière. Et il semble que la malédiction ne soit qu'un mythe. C'est alors qu'une succession de drames familiaux relance les débats sur la fameuse malédiction. Evelyn est partie assister au derby du Kentucky et son fils de 9 ans, Vinson, joue près de